Il est 12h30 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous sur I24. C'est votre journal, votre nouveau rendez-vous d'actualité à la mi-journée, à la une, ce lundi. Les titres avec vous, Eleanor Veil. Oui, Barbara, les titres ce matin, on a pris presque tous les suspects liés aux violences qui ont eu lieu à Cologne sont d'origine étrangère. Il s'agit notamment de demandeurs d'asile. Ils étaient arrivés ces derniers mois en Allemagne. C'est ce qu'a indiqué le ministère régional de l'Intérieur. Plus de 500 plaintes, je vous le rappelle, avaient été déposées pour violences sexuelles contre des femmes et vol à la tire lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est un événement qui ravive les tensions dans le pays autour de la politique d'accueil très controversée de la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis du nouveau sur l'enquête des attentats de Paris. Le cerveau présumé Abdelhamid Abaoud aurait pu entreprendre de frapper le Royaume-Uni selon les révélations du très sérieux journal britannique The Guardian. Le djihadiste est parvenu à circuler librement dans le pays en 2015 malgré un mandat d'arrêt à son encontre. Des photos de sites touristiques britanniques ont été retrouvées dans son téléphone portable. Et puis cette agression antisémite à Marseille, un mineur a blessé avec une manchette un homme qui portait une kippa ce matin avant d'être interpellé. L'homme né en 2000 a porté des coups à la victime en pleine rue devant des témoins et a laissé l'arme sur place. La victime a été légèrement blessée au dos et à la main. Et puis cette triste nouvelle qui est tombée ce matin également, la mort de David Bowie à 69 ans. Cette légende de la pop, après 18 mois de combat contre le cancer, les réseaux sociaux ont annoncé son décès. 2 jours avant de succomber, cette icône du rock britannique venait de sortir son 25e album, très attendu par ses fans, Black Star. Merci Eleanor, on vous retrouve dans quelques instants. C'est le dossier politique du jour. Une idée, une primaire à gauche. On croyait l'idée abandonnée, pourtant elle refait surface. Intellectuels et écologistes lancent un appel pour une grande primaire à gauche en vue de 2017. Ils veulent un débat ouvert. La Tribune est publiée ce matin dans le journal Libération. Julia Ganancia avec Gabriel Nolin. La grogne monte à gauche. C'est un appel paru dans le journal Libération ce lundi. L'appel d'intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty et des dirigeants écologistes tels que Daniel Cohn-Bendit pour une primaire des gauches et de l'écologie en vue de 2017. Pour que l'élection de 2017 contribue vraiment à la sortie de la crise politique et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et démocratiques, il faut qu'il ait été débattu et mis en lumière des choix et des alternatives claires sur les enjeux majeurs. Selon eux, cette primaire à gauche doit se tenir au même moment que celle de la droite, en novembre. Figure également parmi les signataires l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le démographe Hervé Lebras, l'écrivaine Marie Desplechin ou encore le cinéaste Romain Goupil. Un appel qui traduit avant tout un ras-le-bol du courant actuel pris par le Parti socialiste et le courant social-démocrate assumé par Valls et Hollande. Rudy, comment comprendre cet appel ? Eh bien, c'est comme tout appel à la mobilisation, c'est un texte qui se veut positif, tourné vers l'avenir. Alors pour les signataires, cette primaire, eh bien, c'est une condition sine qua non pour qu'un candidat qui, je cite, qui représente les forces de l'élection présidentielle en incarnant un projet positif dont la France a besoin pour sortir de l'impasse. Comprenez que le projet conduit actuellement par François Hollande, qui se veut, qu'on voit, social-libéral et aussi ferme sur le terme de la sécurité, eh bien, selon eux, cette direction mène la gauche à sa perte. Alors, autre point à retenir dans ce texte, c'est la crainte de voir François Hollande ne pas passer le premier tour. Pour eux, un non-débat à gauche avec une candidature d'office de François Hollande, eh bien, cela laisserait un boulevard à qui ? Eh bien, aux Républicains, à la droite traditionnelle, pour un face-à-face final avec l'extrême droite au second tour en 2017. Est-ce que cet appel va faire du bien à la gauche ? Alors, pour les signataires, il est interprété comme nécessaire parce que la popularité de François Hollande, en fait, pour eux, elle est artificielle. Elle est portée par le côté père de la nation, travaillé par toutes ces cérémonies auxquelles on vient d'assister. Alors pour eux, elle est dangereuse. En plus, le souci, c'est que cet appel n'est pas représentatif de cette base de la gauche pour l'instant. Alors cet appel, eh bien, c'est un appel de bobo lancé par un journal de bobo qui est déconnecté complètement de la base de la gauche. Il fait en tout cas le bonheur des adversaires politiques d'Hollande. Alors pour Charles Baldini, on va voir proche de Dupont-Aignan, eh bien, c'est tout simplement l'abaissement de la fonction présidentielle. Et pour Zora Habitant, qui est entrepreneuse, eh bien, même le peuple de gauche ne veut pas de François Hollande. Donc évidemment, un double effet pour cet appel.
Alors justement, est-ce qu'il va en bénéficier, François Hollande, de cette primaire, si elle a lieu, ou est-ce qu'il veut s'en débarrasser à tout prix? Eh bien, la première primaire à laquelle va devoir faire face François Hollande, eh bien, c'est celle qui s'est lui-même imposée, puisque je vous rappelle qu'il a conditionné sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage. Alors, il dit en off que s'il y a une primaire de toute la gauche, il ne pourra absolument pas s'y soustraire. Alors, d'autant plus que, comme le rappelle Marion Mourgue dans le Figaro, que le candidat Hollande en 2012, lui, avait dit, je cite, que le principe de primaire est désormais inscrit dans le temps et dans l'espace politique, sauf qu'Hollande est un fin tacticien politique. S'il va à la primaire, eh bien, il ira le plus tard possible, histoire de ne pas laisser d'espace à un éventuel challenger, car on voit mal qui, à gauche du PS, donc à gauche de la gauche, peut se dire capable de rivaliser avec ce président, pour l'instant père de la nation. À part Mélenchon, on ne voit pas qui va oser s'opposer à François Hollande. Merci Rudy. Et à droite, la primaire est-elle bel et bien en route? Une info à retenir ce lundi, Alain Juppé est seul en tête selon l'IFOP pour le Figaro. Eh bien, le maire de Bordeaux domine aujourd'hui la compétition avec pas moins de 38% des intentions de vote. Je vous rappelle que ces primaires doivent se tenir au mois de novembre. Et le chômage, justement, il en est question. Le plan pour l'emploi de François Hollande devrait passer à la vitesse supérieure, J-7 pour le président de la République. En vue de ces annonces prévues lundi prochain, eh bien Manuel Valls reçoit aujourd'hui les principaux leaders syndicaux et patronaux. Vive tension à Matignon ce matin, David. Atmosphère pas vraiment détendue, Barbara. Donc Manuel Valls qui reçoit les patrons, qui sont exprimés d'ailleurs hier dans une tribune au JDD pour demander au gouvernement justement plus de flexibilité forcément dans le travail. Il reçoit aussi les syndicats qui veulent du concret cette fois-ci. François Hollande qui annoncera officiellement, vous l'avez dit, le 18 janvier ses vœux, enfin sa promesse en tout cas qu'il avait faite lors de ses vœux le 31 décembre. Donc on rappelle cette promesse, 500 000 formations supplémentaires pour les chômages, une nouvelle prime aussi à l'embauche pour les PME. Et puis un effort supplémentaire aussi pour l'apprentissage. Tout ça, ça rentre dans le cadre de cet état d'urgence qu'il a décrété en parallèle de l'état d'urgence sécuritaire, un état d'urgence économique et social. Pourquoi ? Parce que le chômage n'en finit plus de tutoyer les sommets. On est à 3,6 millions de chômeurs en catégorie A seulement. Donc attention, c'est assez énorme, c'est du jamais vu. Le président donc, qui dévoilera ce plan devant le Conseil économique et social et environnemental. Et en parlant de climat justement, eh bien, le climat donc, n'est pas d'enthousiasme. Les syndicats se souviennent qu'on avait eu 30 000 formations promises en 2013. 2014, 100 000. Là, c'est 500 000. Donc on a vraiment l'impression qu'on se concentre uniquement sur cette courbe du chômage qui ne baisse pas, qui ne s'inverse pas. Puisqu'en plus, un chômeur qui passe en formation disparaît comme par image de la catégorie A. Donc ça fait baisser statistiquement le chômage, mais ça ne suffit pas à impulser un vrai changement. Il y avait une petite embellie au mois de novembre, moins 0,4% au niveau des chômeurs, 15 000 de moins, donc pour la catégorie A toujours, mais forcément ça s'accompagne d'une hausse du chômage pour les autres catégories B et C. Donc au final, on a toujours plus de précarité au niveau de l'emploi. Donc un constat, le gouvernement croit ou veut faire croire qu'il peut faire baisser le chômage uniquement avec le levier budgétaire. C'est pas vraiment ce qu'il faut à la France. La France, ça fait 10 ans qu'on est en manque de compétitivité. Quand on parle de compétitivité, c'est la productivité donc, du salarié, le salaire moyen dans l'industrie, le taux de change, le coût de l'énergie. Pourtant, la France est un pays nucléaire. Malgré tout ça, ça ne marche pas. On a un alignement exceptionnel avec le pétrole qui est pas cher. Les prix n'en finissent plus de dégringoler. On a aussi les taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, ça devrait permettre de relancer un petit peu l'investissement. Et on a aussi l'euro, forcément, ça va avec, qui est au plus bas. Donc, ça devrait relancer les exportations. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faudra vraiment passer à la vitesse supérieure au niveau, cette fois-ci, économique et non plus budgétaire. Voilà, le temps presse pour l'exécutif. Merci David Neyman du service Éco d'I24. Et toujours en France, à l'heure où le pays commémore les attentats de janvier, on l'a vu, eh bien, la lutte antiterroriste bat son plein dans le pays. Au centre de ce dispositif, la déradicalisation. Alors, quelles sont les mesures prises par l'État français? C'est une enquête signée par les équipes de l'émission Reportage. En voici un extrait. 13 novembre 2015, Paris, au Bataclan, au Stade de France, devant les terrasses des cafés fréquentés par une jeunesse insouciante, le terrorisme frappe comme jamais auparavant. Les auteurs des faits, de jeunes Français radicalisés. Face à ce phénomène, l'État français tente de faire face en mettant en place, dès 2014, plusieurs dispositifs. Le plus connu, le numéro vert Stop Djihadisme. On compte près de 7000 signalements. Et depuis juillet 2014, dans chaque préfecture, il existe une cellule qui se réunit chaque mois pour traiter ces cas. La réponse peut être immédiate, retrait de passeport, assignation à résidence, fichage. Malheureusement, toutes les enquêtes n'évitent pas le pire. J'ai dit, bon, ils sont surveillés, ils étaient fichés, donc ils ne partiront pas.
Et donc 3 semaines après, j'ai appris par la maman de son compagnon qu'ils étaient arrivés en Syrie tous les deux. Désembrigader ces jeunes, c'est bien la mission du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Dounia Bouzar, qui le dirige, travaille sur ces questions depuis une dizaine d'années. En 2 ans, elle a désendoctriné 700 jeunes et en a empêché 234 de partir. 50% du travail se passe par les parents. Il arrive de désembrigader sans jamais voir l'enfant. J'ai une jeune qui s'est effondrée en regardant le film de Sabat Mitzah sur le mur que la mère a projeté. La méthode de Dounia Bouzar semble aujourd'hui reconnue, mais pour ceux qui sont passés à l'acte et se retrouvent en prison, quelle est la prise en charge ? C'est une entreprise qui est longue, c'est une entreprise qui mobilise évidemment une équipe pluridisciplinaire, des notions de citoyenneté, des notions de laïcité. Ce programme reste expérimental et la plupart des jeunes emprisonnés à leur retour de Syrie ne bénéficient d'aucun accompagnement spécifique. Et le premier centre de déradicalisation, justement, a été inauguré en toute discrétion ce samedi à Bordeaux. Betsabé, vous nous en dites plus. Exactement. Alors, son nom, c'est le Capri. Il a été lancé l'été dernier, en fait, alors qu'on observait nettement une hausse de la radicalisation des jeunes au niveau national. Alors, initialement, le Capri devait désigner, regardez, le centre d'action et de prévention contre la radicalisation liée à l'islamisme. Ça a été jugé trop anxiogène, voire possiblement discriminant. Alors le centre luttera finalement contre la radicalisation des individus. Alors l'objectif du Capri, c'est en effet de repérer ces personnes qui sont en voie de radicalisation et puis de les prendre en charge. Et ensuite, comment s'y prennent-ils ? Alors comment repérer ? Eh bien grâce à un site notamment où vous pouvez signaler un cas préoccupant. Alors on le note de façon confidentielle. Le centre déterminera alors selon une série de critères si la personne est en radicalisation, si elle s'isole peut-être de ses amis, si elle tient des discours antisémites, antisociaux, peut-être si elle légitime même la violence. Et puis une fois ce cas préoccupant repéré, comment le prendre en charge ? Eh bien c'est une première, c'est un duo d'experts psychologues et de représentants religieux qui vont tenter ensemble de démonter un peu les discours, les théories du complot, les discours radicaux. Et tout ça, ce laboratoire de déradicalisation, c'est financé par l'État bien sûr et par les collectivités locales, puisque la déradicalisation, on le sait, la prévention, c'est devenu un pan à part entière de la lutte contre le terrorisme, une priorité nationale, même a insisté Patrick Kanner, qui est donc le ministre français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports depuis Bordeaux, une priorité nationale, puisque si le Capri n'est pour l'heure qu'une expérimentation, il espère que d'autres régions s'en inspireront. Et en France, on note que le Premier ministre Valls en a parlé, il y aurait peut-être en construction un centre national de déradicalisation qui serait calibré pour accueillir une trentaine de jeunes pour une durée de 10 mois, destiné à des jeunes endoctrinés, mais pas encore partis avant qu'ils partent. Voilà pour cette première à Bordeaux. Merci Betsabé. Il est 12h43 exactement à Tel Aviv sur I24. Merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actu du jour avec vous, Éléonore. C'est une première en Espagne, ce procès extraordinaire, puisqu'une sœur du roi, Christina de Bourbon, comparaît aujourd'hui devant la justice dans une affaire de détournement de fonds publics, un des plus retentissants scandales de corruption des années de crise auxquels elle espère pouvoir échapper. Christina d'Espagne et son mari sont arrivés au tribunal une demi-heure avant l'ouverture du procès à Palma de Majorque. L'enquête avance toujours sur les violences qui ont frappé le centre de Cologne la nuit de la Saint-Sylvestre. Presque tous les suspects sont d'origine étrangère. Il s'agit pour la plupart de demandeurs d'asile arrivés ces derniers mois en Allemagne. Et c'est dans ce contexte que plusieurs étrangers ont été violemment agressés hier soir encore dans le centre de Cologne. Des événements qui fragilisent une fois de plus Angela Merkel et sa politique d'accueil des réfugiés. Et puis enfin, cette triste nouvelle qui est tombée ce matin, la mort de David Bowie après 18 mois de combat contre le cancer. Les réseaux sociaux ont annoncé son décès 2 jours avant de succomber. Cette icône du rock britannique venait de sortir Black Star, son 25e et donc dernier album. Merci. Éléonore Veil, tout de suite un petit coup d'œil sur la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui ? On regarde.
C'est le journal, il est 12h45 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Cette question à présent, quel rapport entre le plus grand narcotrafiquant de la planète et un célèbre acteur hollywoodien? Eh bien, une rencontre clé et une polémique aux États-Unis. On va en parler dans un instant. Mais l'info de la journée sur ce dossier, c'est la procédure d'extradition d'El Chapo qui a bel et bien démarré. On regarde. Le très puissant baron de la drogue mexicain a été arrêté vendredi matin après plus de 6 mois de surveillance intensive par les services de renseignement. Aujourd'hui, les forces fédérales ont réussi à capturer Joaquín Guzmán Loera, le fugitif le plus recherché au monde. Une arrestation à l'image de la vie du trafiquant, poursuite dans les canalisations et affrontements sanglants entre les forces de police et ses hommes. Parmi les éléments qui ont permis son arrestation, sa rencontre avec Sean Penn pour une interview pour le magazine Rolling Stone, affirme un officiel mexicain. L'acteur s'était rendu en octobre dans une forêt mexicaine pour y rencontrer El Chapo. Le trafiquant aurait également baissé sa garde et aurait contacté des personnalités de l'industrie du cinéma. Une découverte importante nous a permis de le trouver. Guzmán Loera avait l'intention de tourner un film biographique et a donc contacté des actrices et des producteurs, ce qui a donné une nouvelle piste dans l'enquête. Un parcours qui a en effet de quoi inspirer les superproductions américaines. D'abord simple cultivateur de marijuana, il monte graduellement les échelons du cartel et devient l'un des hommes les plus riches de la planète. Il alimente le monde entier en cocaïne, amphétamine, héroïne et marijuana. Il s'était notamment échappé de façon extraordinaire de la prison de haute sécurité dans laquelle il était interné en 2014 par un tunnel qu'il avait fait construire sous ses toilettes. La justice mexicaine a annoncé que le processus d'extradition du trafiquant vers les États-Unis a commencé grâce aux démarches d'Interpol au Mexique. 2 mandats d'arrêt ont été déposés à la prison d'Altiplano où Guzmán est actuellement détenu. Voilà, El Chapo, c'est donc une histoire extraordinaire. L'homme qui a échappé à toutes les polices. Et puis, Lise, il se jette pratiquement dans la gueule du loup. Oui, Joaquín Guzmán, donc dit El Chapo, en fait a tellement voulu construire sa propre légende de son vivant qu'il y a presque laissé sa liberté. Alors on sait depuis quelque temps qu'il voulait voir sa vie racontée au cinéma dans un biopic, mais ça risque pas d'arriver vu que le processus d'extradition vers les États-Unis vient de commencer. En fait, en octobre dernier, une actrice mexicaine de telenovela, Kate del Castillo, a arrangé une rencontre secrète entre le baron de la drogue mexicain et l'acteur américain Sean Penn dans la jungle au nord-ouest du Mexique. L'occasion pour Sean Penn d'interviewer El Chapo et de donner cette interview au célèbre magazine américain Rolling Stone. Les 2 hommes se sont vus quand même pendant 7 heures, puis ils ont continué à communiquer par Internet et notamment par vidéo. On a une vidéo de 2 minutes et demie qui a été publiée sur le site du magazine Rolling Stone où le baron de la drogue se présente un peu comme une victime, comme quelqu'un qui a été poussé à prospérer dans la drogue. Écoutez-le. Voilà, un petit souci technique pour cette vidéo. On va essayer de la retrouver. Mais voilà, il s'exprime. En tout cas, il n'a pas peur de faire face aux caméras. Et comme par hasard, la suite de ce scénario hollywoodien, c'est que cette interview au magazine Rolling Stone est publiée pile au moment de son arrestation. Oui, en fait, les enquêteurs mexicains, le lendemain de cette publication, ont immédiatement affirmé qu'ils étaient au courant de cette entrevue entre la star américaine et ce criminel, qui est quand même le criminel le plus recherché du Mexique. Mais aujourd'hui, les enquêteurs veulent rencontrer Sean Penn. Ils veulent déterminer sa responsabilité dans cette rencontre parce que, selon le gouvernement fédéral mexicain, Sean Penn est un acteur, c'est un journaliste et seul un journaliste peut interviewer un narcotrafiquant. Mais pour l'avocat de Sean Penn, l'acteur ne devrait pas être inquiété puisqu'il a juste rencontré El Chapo, il ne lui a pas donné d'argent, il ne lui a pas donné de conseils pour être repéré. Alors, vous l'avez dit, il ne tournera sans doute pas dans un film sur sa propre vie. Pourtant,
elle est digne d'un scénario, sa vie. Hein. Ah oui, alors déjà, il faut savoir qu'il y a une sorte de fascination pour ce trafiquant de drogue. Il a inspiré des milliers de chansons à sa gloire qui s'appellent les narco-corridos. Et puis, à chaque évasion qu'il a faite, on a eu un véritable scénario de film. En juillet dernier, il s'est évadé d'une prison de haute sécurité de Mexico en empruntant un tunnel d'1,5 km. Il était sur une moto qui était fixée sur des rails et qui débouchait sur une maison en construction. Ensuite, il y a eu une gigantesque chasse à l'homme avec à la clé une récompense de 3 800 000 $. Et 14 ans plus tôt, en 2001, on avait aussi un scénario rocambolesque puisque là, il s'est échappé d'une prison dans un panier de linge sale. Donc il a vraiment de la suite dans les idées. Justement, il a déjà inspiré Hollywood puisqu'en 2013, le réalisateur Ridley Scott a réalisé un film qui s'appelle Le Cartel avec une pléiade de stars dont Penelope Cruz et Brad Pitt qui s'inspirent de près ou de loin de sa vie. Donc il a déjà été quelque part immortalisé. Voilà pour cette histoire rocambolesque. El Chapo extradé vers les États-Unis, ça a démarré hier. Et puis on parle d'une autre récompense à présent, d'un autre genre. Elle est phénoménale, 1,3 milliard $. C'est du jamais vu et c'est la somme folle que pourrait empocher un Américain à la prochaine cagnotte de la loterie nationale. Ça va se jouer ce mercredi aux États-Unis. David Benaïm, bonjour, vous êtes notre correspondant sur place. Est-ce que les Américains se sont rués ces derniers jours sur les billetteries nationales ? Oui, c'est littéralement la ruée vers le ticket gagnant depuis la semaine dernière. Des files d'attente hallucinantes se sont formées devant les revendeurs à l'image des attractions les plus populaires en plein été à Disneyland. La cagnotte atteignait les 900 millions de $ ce week-end et pour la 19e fois, le jackpot n'a pas été remporté. Les recettes des ventes de tickets pour ce Powerball ont atteint le $1 milliard et le record risque d'être battu d'ici mercredi avant le nouveau tirage. Plus de 500 millions de tickets à $2 devraient être vendus dans les 44 États qui autorisent la loterie dans le pays. Alors, le jackpot, on l'a dit, franchit donc la barre symbolique du $1 milliard. Est-ce que c'est déjà arrivé aux États-Unis ? Non, c'est du jamais vu, Barbara. Le dernier record date de mars 2012 avec un jackpot de 652 millions de $. C'est une nouvelle qui date de novembre dernier, qui rend l'accès aux 6 bons numéros plus difficile à décrocher. Il existe maintenant 292 millions de combinaisons possibles. Statistiquement, vous avez plus de chances d'être touché 2 fois par un éclair, une chance sur 183 millions, ou de donner naissance à des quadruplés, une chance sur 15 millions. Pour l'instant, le jackpot affiche donc 1,3 milliard de $, mais le chiffre peut encore évoluer en fonction du nombre de tickets vendus. Mais si la cagnotte semble si difficile à décrocher, la loterie fait de plus en plus d'heureux. 69 nouveaux millionnaires sur le dernier tirage, c'est quand même un beau lot de consolation. Voilà, réponse donc mercredi. Merci David pour ces précisions. On reste aux États-Unis. Et le nouveau roi d'Hollywood s'appelle Alejandro Iñárritu. Le réalisateur mexicain a dominé les Golden Globes cette nuit. Son film, The Revenant, a été primé 3 fois, et notamment son acteur, Leonardo DiCaprio. On revient sur cette cérémonie avec Gabriel Nola. Leonardo DiCaprio, Will Smith, Sylvester Stallone, Kate Winslet, défait de stars à la 73e cérémonie des Golden Globes qui se sont tenues cette nuit aux États-Unis. Sacré au sommet pour les prix du meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour Alejandro Iñárritu et meilleur acteur dans un film dramatique, The Revenant. Western avec en tête d'affiche un Leonardo DiCaprio en trappeur, attaqué par un ours et laissé pour mort par ses coéquipiers. L'acteur, lors de sa remise de prix, a tenu à témoigner son soutien aux Amérindiens. Je veux partager ce prix avec tous les Amérindiens représentés dans ce film et avec toutes les communautés indigènes à travers le monde. Tant que l'on reconnaisse notre histoire et que l'on protège les terres des indigènes, des grandes entreprises et de ceux qui veulent les exploiter. Il était grand temps que l'on entende votre voix et que l'on préserve cette planète pour les générations futures. Merci beaucoup. Autre film récompensé à plusieurs reprises, Seul sur Mars de Ridley Scott. Il obtient 2 prix, celui de la meilleure comédie et pour Matt Damon le prix du meilleur acteur dans une comédie. Chez les actrices, c'est Brie Larson qui se voit couronnée de la meilleure interprétation dramatique dans Room. Jennifer Lawrence, elle, est consacrée comme meilleure actrice dans une comédie. Kate Winslet obtient, elle, le Globe du meilleur second rôle dans le film Steve Jobs. Ok, désolé, juste une minute. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press. C'est vraiment en train de se passer. Ok, c'est vraiment en train de se passer. Ok, je veux juste d'abord dire à quel point cette année a été incroyable pour les femmes dans le cinéma.
Enfin, dans ces catégories qui sont tellement remplies de femmes et à la fois de talents incroyables et d'intégrité, je suis plus fière que jamais cette année d'en faire partie, vraiment. Dans la catégorie cinéma étranger, c'est le Hongrois Fils de Saul qui a été récompensé. Il raconte l'histoire d'un prisonnier à Auschwitz qui essaie de trouver un rabbin pour enterrer un enfant récemment décédé. Cette cérémonie, achevée ce matin, est très attendue dans le monde du cinéma. Elle donne le ton des tendances avant les Oscars qui se dérouleront en février. 12h55 à Tel Aviv. Dans 5 minutes exactement, on reviendra sur les grands titres de l'actualité à 13h. Et à la une ce lundi, la disparition de l'icône du rock David Bowie. Âgé de 69 ans, il est mort d'un cancer 3 jours à peine après avoir sorti son nouvel album. Restez avec nous, on se retrouve dans 4 petites minutes pour la suite de votre journal sur I24.